Culture et cinéma. Cinéma, je ne sais pas, mais culture, oui. C'est vraiment, je crois, un des éléments phares, n'est-ce pas, de l'industrie de la mode, qui est une industrie culturelle. Mais au-delà d'être une industrie culturelle, c'est-à-dire notre comportement et nos modes de vie et le plaisir que la mode doit continuer à nous donner, pour continuer à nous donner, il faut considérer, je veux dire, ce que c'est une industrie, et cette industrie, elle doit réfléchir de l'amont à l'aval. Pour réfléchir de l'amont à l'aval, sur le thème de cet après-midi, on a voulu, et merci d'être là les amis, on a voulu réfléchir sur un thème trop générique peut-être, on en parle avec Johan il y a 2 jours, de quel service la mode a-t-elle besoin aujourd'hui? Quand on dit de quel service la mode a-t-elle besoin aujourd'hui, c'est de quoi a besoin l'industrie de la mode, de quoi la mode, n'est-ce pas, a-t-elle besoin pour répondre aux attentes des consommateurs? On va parler du RSE cet après-midi, de la RSE cet après-midi. De quoi ont besoin les gens de la distribution aussi pour continuer à être le passage en principe naturel, plus ou moins direct maintenant, parce qu'il y a les réseaux sociaux bien sûr qui ont pris toute leur place, le passage plus ou moins direct et naturel vers ce consommateur qui, nous l'espérons, sera toujours de plus en plus séduit et par la créativité, et ceci facilité par la technologie. Pour parler de ces sujets, chacun avec leurs compétences, on reçoit Edith Laval, on reçoit Florent Ross, on reçoit 3 messieurs, Adrien, Johan et Alexis. Est-ce que vous voulez nous faire un panorama, s'il vous plaît, monsieur le délégué général, de l'Alliance du commerce, de ce qui vous semble à vous rapporter au commerce? Quelles sont les solutions et les services qui vous paraissent aujourd'hui, vous qui faites ces réunions régulières avec vos adhérents, capitaux et essentiels dans ce schéma de poursuite de l'information mode et de la séduction du consommateur? Merci, Johan. Bon, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Peut-être déjà en quelques mots vous dire qui nous sommes. L'Alliance du commerce, nous regroupons les grands magasins et les enseignes de l'habillement et de la chaussure. Donc toutes les marques enseignes qui font les centres-villes et les centres commerciaux de beaucoup de territoires en France. Je ne vous l'apprendrai pas, la mode vit actuellement un bouleversement majeur depuis 10 ans, avec un marché particulièrement chahuté depuis maintenant 10 ans. On se l'explique de plusieurs raisons. D'abord, il y a en effet une lutte acharnée sur le prix, maintenant depuis 10 ans, avec une tendance à la hausse des offres promotionnelles, donc une baisse de la valeur sur leur marché très forte, une hausse de la concurrence, notamment en ligne avec le digital, et une transformation profonde des habitudes de nos clients et de leurs attentes. Et cette transformation, pour arriver à notre sujet aujourd'hui, elle implique, pour relever tous les défis qu'elle présente, une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne, de l'amont à l'aval. On a 2 transformations aujourd'hui auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles on doit répondre. Il y a la révolution digitale qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années et la révolution écologique qui est de plus en plus émergente, dont on prend conscience et à laquelle il faut répondre. Donner peut-être quelques exemples. Alors je ne sais pas si je peux commencer tout de suite ou si je voulais qu'on fasse un tour de table tout de suite. On va peut-être faire un tour de table une fois que vous avez posé alors, les questions. Non, mais je vous en prie, merci beaucoup, Johan. Vous êtes de la méthode et je vous en félicite. Passons la parole à votre voisine Flora, n'est-ce pas, qui, elle, va nous dire en un mot ce qu'est Blockchain Group. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille chez Blockchain Your IP et chez Blockchain Your IP, on se sert en fait de la technologie du protocole Bitcoin pour venir protéger les créations et les innovations de nos clients et notamment dans le secteur de la mode et du luxe. C'est un autre pan des solutions, si je peux dire, pour la mode, bien que, comme l'a dit fort justement Johan, n'est-ce pas, il y a une intersolidarité, au-delà même de la solidarité, forcément entre tous les acteurs de la mode, mais chacun avec des spécificités. Kiss Bank Bank, alors Kiss on comprend, Kiss 2 fois on comprend encore mieux, et Bank Bank parce que c'est du financement. Voilà. Kiss Bank Bank, tout simplement, on finance les projets qu'on aime. On est une plateforme de financement participative française qui a été créée il y a 10 ans. Et on accompagne des porteurs de projets créatifs, associatifs et entrepreneuriaux pour qu'ils viennent collecter des fonds auprès du grand public et auprès de leur communauté sur notre site internet. Et merci tout d'abord pour votre invitation. Et si je suis là, notamment, c'est parce que de plus en plus, on se sert des plateformes de financement participatif, et notamment les créateurs et encore plus les créateurs de mode, comme étant des plateformes de précommande au moment où ils lancent leur marque et leurs produits. Et ils se servent de nos plateformes pour aller tester leur marché en direct et aller toucher le consommateur en direct, en vue de faire de la précommande, d'avoir de l'argent pour produire leurs produits et d'aller communiquer sur le projet. C'est toujours intéressant, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, pardon de dire intéressant, c'est toujours à souligner, ce côté évolution des techniques.
On ne parle plus beaucoup de crowdfunding aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce mot qu'on employait fortement, et vous n'en êtes pas loin, si je ne m'abuse. Ah, on est une plateforme de crowdfunding. C'est exactement ça, bien sûr. Et on en parle quand même encore pas mal. Non, mais on en parle beaucoup, mais je veux dire, le mot s'emploie moins. Maintenant, on parle de financement participatif. On a des mots différents, peut-être parce que c'est plus rentré dans les mœurs. Financement participatif, c'est la traduction française de Non, mais tout à fait crowdfunding. d'accord. Ah, c'est peut-être un effet Brexit différé. Sans Non, doute. pas forcément. C'est simplement que le marché a 10 ans aujourd'hui, qu'on est, Voilà. on est dans la place, si je puis dire, que l'effet de mode... Et de très tout largement début- dans la place, vous allez nous expliquer avec des exemples, si vous le voulez je bien vous tout donnerai à des l'heure. exemples, Là aussi, bien forme sûr. de solution. Forme de solution complètement différente. Je passe la parole à votre voisin, si vous le permettez, n'est-ce pas? Qu'Alexis Tricoire. Alexis Tricoire, je lui ai demandé d'être là, et il a répondu positivement, comme vous tous, encore une fois, je vous en sais gré, parce il est un design végétal, n'est-ce pas? Et tu travailles évidemment dans des espaces qui sont des espaces commerciaux, tu fais de l'événementiel, mais par une coloration peut-être un peu différente que celle du design, tu as remis la nature au cœur d'un lieu qui, en principe, n'était pas un lieu naturel, mais un lieu plus artificiel qui est celui du commerce. Que fais-tu? Oui, d'abord, Gilles Muller, merci pour ton invitation. C'est un grand plaisir d'être ici, de pouvoir partager sur ces thématiques qui sont liées au commerce. Aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que je travaille en tant que designer autour de la dimension végétale, c'est-à-dire de créer un environnement qui va permettre aux plantes de s'épanouir et d'avoir un contact relationnel à la nature qui va être différent, qui va être valorisé par une mise en scène, par un éclairage, par des structures qui vont permettre de faire rêver et de donner de la valeur aussi à tout l'espace. Et c'est dans ce cadre que j'ai été contacté par des grands centres commerciaux, notamment par rapport à Unibail. Lyon Confluence, que certains connaissent, a été mon premier centre. Et ensuite, j'en ai fait plusieurs à Hérouville, qui n'est pas très loin, en Allemagne aussi, à Ruhrpark, à Minto, Mönchengladbach. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de valoriser un lieu en lui donnant, le mettant en valeur avec des grandes structures monumentales qu'on peut voir ici, par exemple, Galerie Lafayette, Shanghai, des grandes structures monumentales qui permettent de se relier à la nature d'une manière différente. Et voilà, donc ça rejoint un petit peu l'environnement du commerce, évidemment, puisque vous avez parlé de la décennie tourmentée d'aujourd'hui. Eh bien, ça fait une décennie que je défends les valeurs du commerce visuel, physique, contrairement au virtuel, justement en apportant de la plus-value et de l'expérience aux consommateurs pour qu'ils puissent avoir un séjour agréable quand il va chiner, quand il va trouver de quoi consommer. Merci Alexis de cette présentation synthétique. Plus-value, effectivement, vous n'êtes pas loin, vous, dans le métier qui est le vôtre, d'une réflexion sur la plus-value, si j'ai bien compris, Edith. Merci Gilles. Alors moi je suis Edith, je représente la société Trust Trace. Nous accompagnons les marques de mode qui souhaitent davantage de transparence sur toute leur chaîne d'approvisionnement. Et donc nous leur offrons une solution de traçabilité sur toute leur supply chain. Voilà, donc j'aurai peut-être l'occasion de développer un petit peu plus après, mais effectivement, nous sommes également dans le... Développons, puisqu'on a fait notre premier tour de table de présentation. Voilà. Développons la supply chain. Vous savez qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus en demande de transparence. Bien comme ça. Ils veulent savoir d'où viennent leurs vêtements, la composition de leurs vêtements, qui a fabriqué leurs vêtements, depuis la fibre jusqu'au produit fini. Et les marques sont aussi très sensibilisées aujourd'hui à ce problème de retracer l'intégrité de leurs vêtements. Et donc nous les accompagnons tout au long de la chaîne. Donc nous remontons, nous aidons les marques qui en général ne connaissent pas beaucoup leurs fournisseurs au-delà du fournisseur de rang 1. Et donc nous les aidons à remonter au maximum de la chaîne, enfin jusque là où ils souhaitent remonter en tout cas. Donc c'est un vrai travail de fourmi. C'est un vrai périple, il faut le dire. Donc, mais on y arrive. Et donc aujourd'hui, on a à peu près. Donc nous sommes une société suédoise et nous avons notre centre technique en Inde. Voilà. Et donc aujourd'hui, sur notre plateforme, il y a. Qu'est-ce qu'il fait le centre technique? Pourquoi il est on en développe notre solution en Inde principalement. Et puis, étant donné que nous sommes basés en Inde, nous avons aujourd'hui plus de 2000 fournisseurs dans le monde entier qui sont sur notre plateforme. Et notamment, on a beaucoup de fournisseurs situés en Asie, puisque nous sommes dans un salon qui est le sourcing mondial, la plus grande plateforme européenne du sourcing mondial.
Europe et mondiale en même temps. Donc effectivement, des gens du Bangladesh, des gens de l'Inde, des gens de la Chine, de Mongolie. On parlait de la Mongolie il y a 2 minutes. Des Turcs et d'autres pays, et quelques Français aussi, et quelques étrangers européens. Effectivement, je veux dire, il faut être présent dans ces pays. Et cette traçabilité, peut-être, elle s'adresse dans un premier temps à un pays qui est le plus lointain de nous, de nos marchés occidentaux. Cette traçabilité, elle s'adresse à l'ensemble de l'écosystème de la mode et à toutes les marques qui veulent tracer leurs vêtements où soit fabriqué le vêtement. Donc aujourd'hui, on travaille avec une dizaine de pays. On a des fournisseurs dans une dizaine de pays et on travaille avec des marques sur plusieurs pays également. Voilà. Cette notion de traçabilité dont tout le monde parle et dont on parle depuis quelques années avec une acuité renforcée, comment le commerce l'appréhende ? L'appréhende au sens dans les deux sens. La prend en main et peut peut-être en avoir de cette forme de contrainte créer quelque chose de très positif au contraire. Parce qu'il est dans la relation consommateur. Bien sûr, je rejoins tout à fait ce que disait Madame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe véritablement un changement d'attitude du client qui souhaite en effet savoir d'où vient son produit, quel est son impact environnemental et qui puisse faire un choix, on va dire, éclairé entre deux choix de produits. Donc ça, je crois que les enseignes aujourd'hui en ont conscience, mais comme cela a été dit, on est face à des chaînes de valeur qui sont éclatées à travers le monde, des chaînes de production qui mettent en jeu de très nombreux acteurs partout dans le monde. On le voit hier aussi avec le dispositif d'affichage environnemental qui a été lancé, qui sera expérimenté en France. Tous ces dispositifs-là, avant d'arriver à la transparence face aux clients, il faut avoir une connaissance parfaite de l'ensemble de sa chaîne de production, arriver à faire un cycle de vie, une analyse du cycle de vie de la fibre, comme vous le disiez, à la fin de vie de son produit, donc même de la phase de l'entretien, de qu'est-ce qu'on fait de son produit en fin de vie, est-ce qu'on le recycle ou autre. Donc tout ça nécessite une qualité des données qui est très importante. Et là, je suis heureux de voir quand j'ai à ma gauche quelqu'un qui fait de la blockchain et une autre madame qui est aussi dans le secteur. Il faut aujourd'hui, si on parle de quel service on a véritablement besoin de ce service qui renforce les liens avec les prestataires. En effet, aujourd'hui, on ne connaît généralement bien que son rang 1. Après, on a un peu plus de difficultés. Donc aujourd'hui, il faut qu'on progresse véritablement ensemble. C'est l'ensemble des acteurs qui doivent avancer sur ce sujet pour arriver à tracer son produit d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est quelque chose qui va demander du temps parce que c'est techniquement compliqué. Ça a un certain coût aussi pour les enseignes. Donc il y aura certainement des enseignes et des marques plus matures qui seront en avance sur ce marché-là. Mais à terme, il faut en effet qu'on ait pour objectif d'essayer d'être plus transparent face à son client, d'aller vers des dispositifs d'affichage environnemental. Mais pour ça, avant, on a tout un travail très important à faire sur la technologie, sur la data. Justement, dire en quoi la data, la digitalisation, comment plutôt le commerce s'est emparé lui aussi de la digitalisation, du digital et de l'outil numérique. Alors nous, ce sont des marques enseignes, donc elles ont ce sujet amont et elles ont bien sûr le sujet aval. C'est très clair. Ces dernières années, face à la révolution digitale, il a fallu transformer l'expérience client, d'abord avec des choses qui maintenant sont largement en place, que sont le click and collect, la e-réservation en magasin. Maintenant, il faut aller plus loin que ces services-là qui sont un peu simples. Il faut aller vers du ship from store, c'est-à-dire pouvoir, quand vous êtes une marque ou un magasin, livrer de votre magasin le produit, que vous soyez client à Strasbourg. Votre produit peut venir aussi bien de votre entrepôt national que votre magasin de Marseille. Il faut que ça soit transparent pour votre client. Donc ça, ce sont des services IT très forts qu'il nous faut derrière. Il faut aussi qu'on introduise le digital dans le magasin, dans la relation client. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire former les collaborateurs, avoir de nouveaux équipements digitaux. Et puis au-delà du digital, il y a aussi l'expérience humaine, et c'est ce que disait un peu monsieur à travers l'aspect floral qui nous était montré. Aujourd'hui, les magasins sont des lieux de vie où on attend autre chose que la simple relation marchande. Et donc, il faut qu'on puisse s'appuyer, alors soit sur ses forces propres, soit sur des services extérieurs pour ramener de l'expérientiel dans le magasin à travers de la culture, des ateliers participatifs. Enfin voilà, faire que le client puisse trouver autre chose que sa simple relation marchande dans le lieu du magasin. Surtout que la relation marchande, elle s'était légèrement resserrée, pour ne pas dire dégradée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que dans la mesure où le produit doit porter cet élément de séduction qui est l'élément fort de la mode. Fonctionnalité bien sûr, toute une histoire à raconter sans doute, mais clairement, enfin, surtout, je pense que c'est un des éléments qui va permettre
ce retour, c'est pas le retour, mais c'est une espèce de renaissance plutôt du commerce de centre-ville. Les marques que vous accompagnez, parce que vous avez dit que ce sont des histoires d'amour, si j'ai bien compris, Adrien, grosso modo, bon, pour les marques que vous accompagnez, puisque justement, les gens s'investissent, sans jeu de mots, investissent directement via le financement participatif. Comment tous ces critères, je veux dire, vous semblent déterminants dans la marque que vous allez choisir d'accompagner ? On ne fait pas vraiment un choix drastique et subjectif dans les marques qu'on va Tant accompagner. mieux, il ne faut pas s'enfermer. On disait ce matin à une table ronde, et ces messieurs, madame et messieurs étaient à une de ces tables rondes. Toutes ces contraintes, je veux dire, il faut les faire dans une vision, n'est-ce pas ? Étape par étape, je veux dire, si on ferme déjà, si on dresse le mur, on n'avancera guère. Non, nous, on laisse les portes ouvertes aux créateurs et tous peuvent tenter l'aventure du financement participatif et de venir proposer leurs produits aux contributeurs et au grand public. Simplement, on a évidemment on a notre petit nez en qui on a franchement confiance et on sait quels sont les projets qui fonctionnent le mieux auprès du grand public et lesquels réussissent à collecter le plus d'argent, bien évidemment. Et ces projets qui réussissent le mieux, en fait, c'est lié à tout ce dont on parle aujourd'hui. Ce sont les projets qui sont les plus transparents, bien évidemment, qui sont les plus éthiques. Évidemment, sur tous les projets français, le Made in France, nous, tous les projets liés à la mode, s'il n'y a pas marqué le mot Made in France, je pense qu'ils n'arrivent pas à collecter des fonds quasiment. C'est un poil compliqué, mais ça attire en tout cas le grand public. Et donc, on impose un petit peu aux porteurs de projets d'être le plus transparent possible pour que de l'autre côté, il y ait la confiance du contributeur. Donc, les projets qui réussissent le mieux sont plutôt de ces ordres-là. On disait ce matin, pardon de citer les deux autres tables rondes, mais comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de chaîne de questions, n'est-ce pas, et une chaîne de réponses également, que ce soit au plan technique ou au plan plus ouvert marché, comme on le fait à la seconde. Qu'en fait, plutôt que le made in, c'est plus un made in pays qui intéresse le consommateur, c'est un made in transparency, disait-on ce matin, pour faire un petit peu court, n'est-ce pas, avec les gens d'Utopie. C'est-à-dire c'est ces critères-là qui, encore une fois, sont exigentiels, mais qui doivent se traiter avec la juste information, parce qu'on ne sait pas grand-chose les uns et les autres, finalement. Vous parliez de rang 1, on peut connaître rang 1, rang 2, rang 3, mais dans une chaîne de production très éclatée, comme celle de la mode, très distanciée aussi, pas très évident qu'on maîtrise tout à la fois. Et donc ces critères de transparence vous semblent majeurs? Oui, c'est même indispensable. Enfin, en tout cas, nous, sur notre côté, on va accompagner des marques en création. On sait, il y a une tendance à la transparence et à la mode éthique aussi, qu'on finance beaucoup. Et donc, à partir du moment où il y a la transparence, vous et moi, on a envie d'aller soutenir ces projets-là. On a besoin de savoir où est-ce que c'est fabriqué, où est-ce que c'est designé, où est-ce que c'est conçu, d'où ça vient, d'où vient le textile, peu importe d'où ils viennent, mais en tout cas, on a besoin de le savoir. Donc, on impose aux porteurs de projet d'être le plus transparent possible là-dessus. Flora, justement, je vous voyais écouter avec attention Adrien. Oui, je pensais à les outils que vous maîtrisez vous-même. Parce que du coup, vous parlez tous un peu de transparence, et c'est vrai que je le retrouve également dans mon domaine qui est peut-être un peu plus juridique, étant donné que je vais plus accompagner la protection. Il y a un avocat qui vient de s'installer, ça tombe bien. De vos innovations, de vos créations, de vos nouveaux concepts, d'ailleurs, de vos savoir-faire. Et c'est vrai que la transparence est aussi importante parce que nous également, on a besoin d'apporter des preuves qui sont de plus en plus transparentes. Et ce que la blockchain nous permet également, parce que nous sommes plus près au niveau de la création. Donc ça permet d'identifier plus facilement les contributeurs ou quelles ont été les itérations qui ont été faites sur tous ces projets. Donc c'est vrai que je pense que la transparence est effectivement un des critères assez importants également, nous, on va dire dans le secteur juridique également, et ce qui nous permet la blockchain. Vous pourriez éclairer ce schéma-là de la blockchain et les aspects juridiques? Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'année dernière, au même endroit, enfin la session précédente, on avait fait une table ronde sur le financement avec la BPI et des gens qui sont également spécialisés dans la blockchain. Mothers, pour ne pas les nommer, parce que vous devez les connaître sans doute. Le différentiel ou le commentaire sur ou les précisions que pourriez nous donner sur ce que vous appelez la blockchain en termes de solutions pour la mode? Ou comment la mode s'intègre dans le système de la blockchain et en tire un avantage? Le secteur de la mode est très créatif et très rapide. Donc c'est vrai que avec les maisons avec lesquelles nous travaillons, lorsqu'elles elles font une nouvelle collection, il n'y a pas qu'une version finale du produit. Par exemple, parfois ça peut prendre 3 ans pour créer un nouvel modèle de montre. Il peut avoir 200 croquis, 300 croquis. Et c'est des choses qui comptent en fait une fois devant le juge. C'est ce qu'on appelle, c'est pour la protection des droits non enregistrés. Et il y a besoin de pouvoir retracer le processus créatif en fait de l'auteur de l'œuvre. Et les techniques traditionnelles aujourd'hui ne permettaient pas vraiment de suivre la création au fil de l'eau et d'utiliser une technologie comme la blockchain qui est donc du coup
by design qui est international et qui est décentralisé, donc il n'y a pas d'acteurs, donc elle est vérifiable par tous, enfin, tout ce qui est mis dans la blockchain publique peut être vérifié par tous. Donc c'est très important de pouvoir offrir un meilleur cadre de protection, plus transparent à nos clients, et de pouvoir vraiment les accompagner à chaque itération de leur création, et pas que arriver un peu sur des versions finales de l'œuvre. Je ne sais pas si je suis très claire ou si c'était... Moi, j'ai à peu près compris. Est-ce que tout est clair dans ce que Madame dit? Alors toi-même qui es designer, tu te sens un peu à part de toutes ces préoccupations, à part d'avoir indiqué que tu as ramené d'une certaine manière la nature dans l'espace commercial? Écoutez, moi je me sens pas du tout à part de Tant ce mieux, sujet. évidemment. D'abord, pour répondre à la question, est-ce que j'ai vraiment compris? Si j'ai bien compris, c'est une manière de protéger ces dessins, mais pas seulement le dessin final, mais tous les dessins qu'on a créés pendant tout le processus de développement de l'idée, en fait. Hein, c'est ça? Oui, du coup, c'est important pour pouvoir suivre la création et de comprendre quel était le processus créatif de l'auteur. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une manière de permettre à nos clients aujourd'hui de vraiment valoriser leur savoir-faire et pas uniquement... parce qu'on est toujours... Pardon. Une illustration, quel type de client? Quel client? Est-ce que c'est une grande marque de distribution, genre Promode ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'au contraire, je veux dire, c'est comme des garçons couturiers? Pour donner des exemples, vous n'êtes pas obligé de les nommer, mais pour sentir les catégories. Nous avons principalement des clients qui sont dans le luxe et la joaillerie. Voilà. C'est là où il y a effectivement il y a un gros volume en création, en itération. Donc voilà, ils avaient vraiment de réels besoins dessus. Mais c'est vrai que j'ai fait un focus un peu sur les itérations que la blockchain nous permettait de suivre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi vraiment un besoin de valorisation de toutes ces innovations et de cette création, et qui aujourd'hui était mal protégée en fait chez nos clients, du fait de solutions traditionnelles qui n'étaient pas satisfaisantes. Et aujourd'hui, justement, pour une entreprise qui veut se lancer ou lever des fonds, typiquement des investisseurs, ils vont regarder dans les actifs, qu'y a-t-il comme actifs immatériels, qu'avez-vous créé, là où est votre savoir. Et en fait, la propriété intellectuelle, c'est très important. C'est un peu le nerf de la guerre de nos clients créateurs, innovateurs. Les actes. Oui, alors je voulais... Bon, Non, donc, vas-y, ce qui est merci bien, de c'est que cette réponse. Je voulais juste donc revenir par rapport à moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, comme disait Adrien Biot de KissKissBankBank, c'est cette relation à l'éthique, la transparence, l'éthique. Ça rejoint aussi Trucktrace. Et j'avoue que mon travail est beaucoup relié à ça, parce que quand on décide de mettre en valeur la nature pour une marque, on lui donne une identité qui est liée à la nature. Et donc, moi, quand je travaille, c'est plutôt une nature, on va dire, naturelle, sauvage. C'est l'idée à la fois de la technologie, mais c'est l'idée à la fois de se relier à la planète. Et donc, effectivement, ça transmet des valeurs comme celle-ci. Donc, pour moi, c'est aussi important de savoir que mes clients sont respectueux dans leur façon de travailler, dans leur process, et qu'on a bien une cohérence entre l'image qu'ils veulent donner à travers le travail qu'ils me demandent et ce qu'ils font réellement. Donc, après, tout ça, c'est des choses qui se font de façon très sensible. Et moi-même, personnellement, dans le travail que je réalise, j'essaye d'être le plus éthique possible dans la façon de construire les objets, parce que quand on dessine du mobilier outdoor, on peut aller chercher du bois qui vient d'Afrique ou prendre celui qui vient d'à côté. Donc il y a quand même des choix qui sont très importants en termes de traçabilité et d'écologie. Cette cohérence, elle est une question aussi importante chez le consommateur qui suit les marques que vous allez accompagner ou qui achète les marques que vous allez accompagner? En fait, c'est juste que si moi je vous raconte ça, c'est juste que ça vient du consommateur et du contributeur, donc évidemment, elle est ultra importante. Tous ces retours-là, ils viennent directement du contributeur. Ouais. Vous analysez, vous, les profils de consommateurs ou les profils d'investisseurs ou les profils de partenaires qui sont les vôtres? Alors, on ne parle pas d'investisseurs parce qu'on n'investit pas de l'argent avec un retour financier. Ouais. Oui, j'ai dit ces mots parce que je ne sais pas qu'il fallait pour qualifier les partenaires de KissKiss. On a 2 millions de contributeurs sur KissKissBankBank, de particuliers. On les analyse bien évidemment un petit peu avec la limite des lois RGPD, etc. Mais oui, bien sûr, on a un profil type. C'est à 52% des hommes qui contribuent. L'âge moyen est à 43 ans, donc c'est plutôt jeune, mais pas tant que ça.
Et puis après, c'est spécifique selon le type de projet, bien évidemment. Ce n'est pas le même type de contributeur sur un projet de mode dont le produit va être relativement cher par rapport à un projet. On accompagne aussi des projets d'associations reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique, où là, c'est vraiment pas le même type de contributeur. Donc on essaye d'analyser tout ça pour accompagner du mieux possible le porteur de projet et qui trouve directement son public cible. Est-ce que dans le domaine de la distribution, vous connaîtriez des partenariats que KissKissBankBank aurait entamés ou accompagnés? J'en ai pas. Je laisserai monsieur pour le coup le dire. Après, peut-être un mot en tout cas que sur le financement participatif. Et à mon avis, pour des jeunes marques aujourd'hui, on sait la difficulté du marché qui est la nôtre depuis maintenant plusieurs années. Donc, avec une frilosité, on va le dire comme ça, des systèmes de soutien financier des banques à soutenir la jeune création ou même des créateurs qui sont un peu plus installés. Donc je pense que c'est des vraies solutions alternatives qui aujourd'hui peuvent permettre quand même à des marques d'émerger. J'en ai quelques-unes en tête, mais je pense que je ne sais pas si elles sont chez vous, donc je les laisserai citer. Mais en tout cas, je pense que c'est une vraie solution alternative, encore une fois, à des jeunes créateurs ou à des jeunes marques qui veulent se lancer. Après, dès qu'on a un réseau de magasins un peu plus installé, là, ça demande quand même des investissements qui sont d'une autre envergure. Et donc, à mon avis, il y a certaines limites quand même au financement participatif, mais face à la frilosité des systèmes de financement classiques, c'est une bonne alternative et à mon avis qui est utilisée aujourd'hui par de nombreux créateurs. Oui, c'est exactement ça. Et pour répondre, on a fait un partenariat avec Unibail, dont le but est que eux viennent Camarade sourcer. de monsieur. Ben voilà, exactement, en plus. Dont le but est que eux viennent sourcer des porteurs de projets qui sont en création et qui se sont lancés, qui ont bien réussi. Donc nous, on leur fait une sélection annuelle en leur disant voilà toutes les marques qu'on a eues qui se sont lancées, qui ont bien réussi, vous avez le droit de faire votre choix et puis on peut faire un partenariat ensemble pour que ces marques-là puissent avoir un corner dans les centres commerciaux, potentiellement un local pendant un certain temps, etc. Ouais. Et alors et je fais juste un point là-dessus, c'est j'ai insisté sur les projets. Vous avez compris, le panorama on va pas est large. on va pas parler Non, que mais de c'est bien, financement participatif. mais si. C'est gentil. mais on accompagne beaucoup de projets en création, effectivement, et avec les soucis de financement qu'il y a eu depuis plusieurs années, le crowdfunding aujourd'hui apparaît comme une solution indispensable, en tout cas pour les marques qui sont en lancement. On accompagne aussi de plus en plus des marques qui sont déjà préexistantes depuis un petit moment et qui veulent se servir du financement participatif pour aller toucher directement le consommateur et aller tester le marché directement et voir si tel ou tel produit va fonctionner. On a accompagné une marque que vous connaissez qui s'appelle Guy Cotten. Alors vous la connaissez peut-être pas, On connaît, c'est ce ciré formidable qui est fait en Bretagne. Et Voilà. aujourd'hui, vous voyez que ma vie est bien faite, vous faites bien de le nommer. Aujourd'hui, il y avait le lancement presse de la nouvelle série de sacs que Guy Cotten va mettre sur le marché, réalisé par un jeune designer qui s'appelle Brian Berthereau. Génial. On a reçu l'information ce matin. Bah, J'ai venir à la table ronde, ils ont dit on peut pas parce que voilà. Ah bah dommage. Et en tout cas, on les a accompagnés. Guy Cotten, c'est donc une marque qui a plus de 50 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui est bretonne, qui a une centaine de salariés. Ils n'ont pas besoin du financement participatif pour pouvoir lancer un nouveau produit, vous voyez bien, mais il y a 2 ans, ils ont lancé une nouvelle parka à destination des urbains, donc plus dans leur cible de pêcheurs, etc., mais destinée à vous et moi. Ils l'ont lancé en financement participatif pour voir s'il y avait un intérêt. Et ils ont collecté beaucoup d'argent et après, ils ont lancé le projet. C'est intéressant que c'est bien que vous nous citiez cet exemple parce que il fait partie d'une évolution des métiers par rapport aux solutions et services de la mode. On part d'un métier très classique. Et la Bretagne, le ciré jaune, ils sont dans un bled un peu loin de tout, proche de la mer, mais un petit peu loin de tout. Petite entreprise, très bel atelier, une spécificité très particulière, un ciré très épais, je veux dire, qui devait servir sur les chalutiers. De là, ils ont travaillé vers une évolution vers le sport. Ils ont commencé à sortir ces sacs de sport extrêmement costauds. Puis ils en ont fait un produit urbain, pas simplement le fait de porter un ciré inconfortable pour être à la bretonne. Donc ils en ont sorti un produit urbain. Là aujourd'hui, ils sortent presque un accessoire de mode, c'est-à-dire un accessoire de ville. Je trouve que là, c'est extrêmement intéressant d'y réfléchir en termes de solutions, n'est-ce pas? Solutions et services pour la mode. Comment avec une spécificité de marché, une spécificité de savoir-faire, on va vers d'autres domaines. Et je pense que ça aussi, c'est une réflexion, alors je ne sais pas si on la maîtrise ici autour de la table, une réflexion qui est à souligner. Je suis fort sur mon marché, comment par une relation avec le commerce, des nouveaux participants sur un plan financier, une relation avec des créateurs, un bon système comme ceux que vous maîtrisez, j'arrive finalement à ouvrir de nouveaux marchés, en ne perdant pas d'identité non plus de ma marque. Je ne sais pas s'il y a un de vous qui est spécialiste de la chose qui pourrait le dire, mais vous voyez, ce sont ces gens qui partent d'une base solide et qui font aujourd'hui un business étendu.
Il faudra les inviter la prochaine fois pour qu'ils Bah viennent oui, en surtout que témoigner. c'est une dame charmante qui dirige cette entreprise, qui a appris derrière son père. Et ce sont des schémas intéressants, je trouve, à mettre en avant en termes de solutions et services pour la mode. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore de contrôle de distribution, mais ça rejoint de la distribution parce que Kikoten fait partie de ces marques qui sont associées sous un label Bretagne. Vous voyez, Fabriqué Bretagne ou Bretagne je t'aime, entre les deux. Et c'est extrêmement, je trouve, novateur parce qu'on fait de la valeur. Voilà. Parce que dans les notions qui me semblent importantes de service et de solution pour la mode, c'est où est la valeur. La valeur est dans le commerce, n'est-ce pas? Enfin, dans la distribution, je ne sais pas si vous dire commerce. Dans les modes de distribution, c'est-à-dire comment le consommateur s'approprie la marque dont il rêve ou la marque qu'il souhaiterait posséder. Donc je pense qu'il y a plusieurs canaux comme ceux-ci qui sont intéressants à relever, et ce que moi j'appelle chaîne de valeur en pensant à la production, mais il y a différents pans, voyez-vous, sur lesquels on peut agir, dont la distribution, bien sûr, qui est en train de changer de tous les côtés, la distribution, non? Ah oui, bien sûr, elle est profondément en profonde transformation ces dernières années. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a à la fois une question de produit. Et aujourd'hui, si on parle vraiment du produit, la plus grande révolution que vit le produit, c'est la révolution écologique, toute la prise de conscience environnementale. Et je pense, vous le disiez, c'est aussi un moyen de recréer de la valeur par le produit dans un marché qui est quand même disputé ces dernières années. Je pense qu'on doit le voir comme une opportunité de chercher de la création de valeur par un produit plus durable, plus responsable, même s'il faut quand même avoir à l'esprit qu'on parlait des déterminants à l'achat. Tout à l'heure, vous parliez du style. Quand on interroge les clients, il y a un autre déterminant important, c'est le prix quand même. Les deux déterminants majeurs restent le style, c'est normal, on est dans la mode, il faut que ça plaise, mais le prix arrive très très rapidement derrière. Donc il faut arriver à associer ces deux déterminants-là, c'est-à-dire prix et style, tout en essayant de tendre vers un produit plus responsable, parce que c'est une attente de plus en plus forte, tout en restant accessible, parce qu'on sait que c'est ça qu'au final, le client ira chercher. Donc c'est vraiment toute la transformation de la mode qui doit avoir lieu, tout en restant une mode accessible et responsable. Alors, ça fait partie des services que TrustRace offre aux marques également, puisque nous travaillons beaucoup avec les retailers et que vous savez que, comme Zalando par exemple, les retailers ont leurs propres critères de sustainability. Et donc, il est de l'intérêt de la marque de vendre plus de produits éco-responsables, mais pour vendre des produits éco-responsables, il faut produire tout un tas de preuves, de certifications, et on sait qu'à chaque fois que, par exemple, un produit, une fibre, une matière fait un mouvement, c'est au moins 30 ou 35 certifications qu'il va falloir vérifier. Et donc, c'est un vrai travail de fourmi, ce qui fait que les marques n'ont pas toujours les moyens de procéder à ces vérifications-là. Et grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la plateforme et aussi grâce à la blockchain, les informations vont être vérifiées à plus grande échelle, ce qui va permettre aux marques de vendre plus rapidement, plus de produits éco-responsables sur ce genre auprès des retailers, par exemple. Voilà, donc c'est une autre... la technologie qui vient aider... À propos de technologie, en vous écoutant, ça me faisait songer, est-ce que le dispositif qui est le vôtre, n'est-ce pas, les solutions que vous proposez, aident également à maîtriser la gestion de ces stocks? Alors, bien sûr, étant donné qu'on centralise... À la fois pour la fabrication et pour la distribution. Les marques peuvent l'utiliser pour maîtriser la gestion de leur stock, puisque toutes les données vont être sur la plateforme. Cela dit, ce n'est vraiment pas optimiser l'outil. Hein, l'optimisation de l'outil, elle est vraiment dans la traçabilité. Et en fait, chez TrustRace, nous sommes très forts pour récupérer toutes les données. Donc, nous récupérons des données par tout moyen, c'est-à-dire aussi bien dans les échanges de mails que des données qu'on va récupérer sur WhatsApp, sur WeChat. Et nous allons récupérer les données des audits aussi que les marques font. Toutes ces données vont être mises dans la plateforme. Et ensuite, la plateforme va analyser ces données et pouvoir vous sortir des statistiques, ce qui va permettre aux marques de prendre des actions correctives en fonction des données qui vont sortir sur la composition des produits, sur les lieux de fabrication, sur les techniques. Et donc, nous avons aussi ce système de questionnaire. La marque va pouvoir, une fois que tous ses fournisseurs sont rentrés sur la plateforme, elle va pouvoir lancer des questionnaires très très pointus, très complets. Ce sont des sortes de premier audit, on va dire, sur les sujets qu'elle choisit. Donc,
au niveau de détails qu'elle souhaite. Imaginons qu'elle va y avoir des informations sur l'origine de son cuir ou sur la façon dont sont traités les salariés dans telle ou telle usine, faites-vous travailler des enfants, etc. Donc elle va sélectionner ces questions qui vont partir sur toute la chaîne, donc sur les fournisseurs de rang 1, 2, 3, 4, 5, sur toute la chaîne. Et donc toutes les données vont revenir dans la plateforme et on va avoir une vision globale de l'histoire du produit. Voilà. J'ai perdu le fil, je suis désolée. Quelle était votre question d'origine ? Sur le stock, c'était les stocks et la logistique. Oui, donc On bien y est, évidemment, donc, oui. on a tellement de données, si vous voulez, sur la plateforme que bien sûr, les marques peuvent s'en servir pour gérer leur stock et leur logistique. Et c'est un outil qui est utilisé d'ailleurs par plusieurs services dans les sociétés. Voilà. On est dans le design et dans le décor en grand chantier, parce que tu fais des grands chantiers comme tu fais aussi des objets, si je puis dire, n'est-ce pas ? Cette notion-là d'approvisionnement local, je crois que tu as parlé de ça tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est un point majeur demandé par les clients, ou quand on voit les Galeries Lafayette, j'ai oublié où, est-ce que c'est une question qui a été évoquée ou c'est plutôt le style qui l'emporte ? Alors, je dois dire qu'on vient me chercher effectivement pour des questions esthétiques, Oui. mais aussi pour un comportement environnemental. C'est-à-dire que... Est-ce que le verre, là, est un prétexte ou est-ce que... C'est-à-dire qu'il y a le verre, mais il y a aussi la construction autour. Oui, c'est ça. Et, Ouais. C'est pour ça que tu as parlé de design végétal tout voilà. à l'heure quand on t'a présenté. C'est-à-dire que le verre, c'est un petit peu le sujet qui est sublimé par un environnement, un décor, une architecture intérieure, une sculpture. Et tout ça, évidemment, mes clients, ils sont sensibles à l'approvisionnement, au sourcing, à savoir comment ça a été fait, où ça a été fait. Et effectivement, on travaille de manière très locale, c'est-à-dire quand c'est fait pour la France, évidemment c'est fait en France, dans les régions, à 2 heures de Paris. Quand on est à Shanghai, là on avait une entreprise locale pour faire tout l'approvisionnement des matériaux et des plantes. Donc il y a ce souci permanent effectivement du circuit court, d'aller chercher au plus proche du fournisseur direct, d'aller vraiment à la source des produits. Ouais. Ouais. Et quand tu fais est-ce que tu fais de l'objet pour une boutique seule ? Il me semble que oui, j'en ai vu à Maison Objet, des choses comme celle-ci. Alors, de ta part. je fais l'objet, évidemment, je fais C'est du ça. décor, je fais aussi de l'environnement. Tu fais même de l'objet, c'est-à-dire une plante dans son contenant. Alors, il y a des fois où je fais l'ensemble de la décoration du lieu, c'est-à-dire la création globale. Oui. Bon, j'ai fait des boutiques, là je suis sur un restaurant par exemple, ou un café-spectacle. Il y a toujours l'idée de la déco, de l'environnement global, c'est-à-dire de l'identité visuelle, qui est complétée par une dimension naturelle. Alors, on est attiré par la plante et finalement on prend un package global qui va autour et qui va faire qu'il y a une cohérence globale entre un espace qui met à l'honneur la nature et en même temps qui a un comportement éthique par rapport à la société, qui va mettre aussi des produits bio, des produits respectueux de la nature dans cet environnement de marchandage. Jusqu'à quel degré le design, l'architecture d'intérieur a pris de l'importance, je crois que oui, a pris de l'importance dans le commerce de proximité? Ouais, je crois qu'il est très, très important dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce que j'évoquais tout à l'heure sur le côté expérientiel du magasin. On n'y vient plus simplement pour acheter un produit, on y vient pour une architecture. Enfin, si je pense notamment parce que je pense que vous avez fait des études vous, en corrélation entre l'achat sur réseau et l'achat, je veux dire, en vraie boutique. C'est bien qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire, on repère un produit sur un site, n'est-ce pas, et finalement, on vient l'essayer en boutique, on vient l'acheter en boutique. Aujourd'hui, on a un comportement totalement croisé. Enfin, je pense qu'on n'est même plus à se poser la question est-ce qu'il y a un client sur Internet ou un client en magasin. On est tous clients, on est tous consommateurs. On passe tous de l'un à l'autre de manière très agile. Et je pense que ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui un peu derrière nous. Dans la mode, il faut savoir que le commerce en ligne représente environ 15%, ce qui veut dire, on peut dire que c'est beaucoup, mais si on regarde la face pile, en tout cas, ça veut dire que 85% des achats se font encore en magasin et qu'ils se feront encore demain en magasin. Donc le magasin n'est pas mort, ça reste un lieu essentiel de l'achat. Il faut juste qu'on le réinvente, et on le réinvente autour de quoi? Alors bien sûr, il y a le produit, on en a parlé, mais il y a toute l'offre il y a toute l'expérience qu'on peut offrir en magasin. Si je pense à des magasins qui sont de grande taille, des grands magasins, c'est avec une approche culturelle, des expositions, des lieux de divertissement en magasin.
magasins, des concerts parfois pour certains magasins. Il y a tout l'aspect design, tout l'aspect décoration aussi du magasin qui est entendu. Tous les ateliers créatifs aussi, comment on peut animer une communauté et le faire dans le magasin pour amener du flux aussi en magasin. Donc bien sûr, tout ça aujourd'hui, on est en plein dedans et toutes les enseignes y réfléchissent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, cette décoration, l'architecture intérieure, l'espace physique, en fait, on le retrouve aussi dans le monde virtuel. C'est-à-dire que l'image, l'identité de la marque, elle se retrouve en réel et elle se retrouve aussi évidemment sur Internet. Donc tout est relié aujourd'hui. On n'est pas... Pardon, c'est la cohérence dont vous parliez tout à l'heure, ou vous-même, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et est-ce que vous croisez des expériences entre les différentes marques que vous accompagnez ? Est-ce que vous avez une méthode appliquée, idéale, que vous enseignez, ou vous restez dans le niveau qui est le vôtre de financement participatif ? On reste dans notre niveau de financement participatif, mais on a notre méthode pour accompagner du mieux possible. En fait, non, nous on intervient juste, par rapport aux marques, on intervient juste pendant 2-3 mois, le temps qu'ils préparent leur campagne sur notre plateforme, et ensuite qu'ils réussissent à aller collecter des fonds, et ensuite ils mènent leur vie. C'est-à-dire c'est vous qui aidez à la définition de la campagne, exactement, la mise en scène du message, l'organisation, je veux dire, des temps d'information, du plan de communication. Exactement, ouais. On a un vrai rôle d'accompagnement là-dessus pour faire en sorte qu'ils maîtrisent bien toutes les clés de réussite d'une campagne de crowdfunding. Parce que là aussi, c'est un service à apporter pour la mode. Bon, si j'ai bien compris, c'est surtout des marques nouvelles qui viennent travailler avec ici. C'est assez logique. C'est à 80%, même 90%. Bien sûr, c'est assez logique par rapport à ce que vous aviez dit. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a de plus en plus même des grandes marques qui nous rencontrent, qu'on rencontre, qui s'intéressent à ce nouveau mode de financement en se disant que pour innover sur le sujet, et notamment parce qu'il y a de plus en plus de marques qui se lancent directement sur Internet auprès de leur public cible, ils s'intéressent aussi à ce moment-là. En B2C direct, voilà, c'est ça. Donc nous, on va concerner que ça. Mais juste pour reprendre un petit point dont on parlait juste avant, c'était hyper intéressant, mais nous, chez KissKiss, c'est concernant la question du consommateur qui est à la fois sur Internet et à la fois sur le marché physique, en boutique. Chez KissKiss, on est un site Internet. On est une plateforme et on finance uniquement des projets vivants de vous et moi. Et en fait, on s'est posé cette question-là, d'être une très belle vitrine avec un site web, mais qu'on n'avait aucun lieu pour mettre en avant ces projets et pour potentiellement les pousser et aller toucher une communauté. Et ce qui fait en fait, on s'est posé exactement ces questions-là. Il y a 2 ans, on a créé un lieu qui est dédié à notre plateforme dans le 10e arrondissement de Paris, rue de Paradis. C'est 140 mètres carrés qu'on met à disposition des porteurs de projets. On l'a appelé la maison de crowdfunding. Et en fait, on permet aux marques, mais à des porteurs de projets, de faire vivre leur marque. Donc on a notamment un espace shopping pour des marques qui se sont lancées sur KissKissBankBank, qui sont financées sur Internet et qui ont un besoin de boutiques en ligne, qui n'ont pas les moyens forcément d'aller déjà trouver des corners dans des grandes boutiques et qui peuvent être dans le 10e arrondissement. Et pour nous, ça nous fait une vitrine directement auprès du grand public qui peut rentrer. Moi, je suis allé la voir et je trouve ça extrêmement intéressant, la simplicité de la chose. Ouais. Si je puis me permettre. Bien sûr, c'est pas négatif, mais juste simple, n'est-ce pas, au sens où on se dit, pas beaucoup de décors, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Un jour, je suis rentré, il y avait un événement chez vous, extrêmement sympathique d'ailleurs, le public était là, très divers, très varié, et j'avais beaucoup aimé la formule parce qu'elle était très légère, parce qu'on s'imagine qu'une boutique, ça se construit de telle et telle manière, un réseau de distribution, ça s'envisage de telle et telle façon, n'est-ce pas? Et là, je trouvais qu'il y avait un schéma extrêmement simple, le produit, des gens heureux, une communauté, on raconte une histoire. Et ça me semblait marcher très simplement. C'est peut-être moi qui rêve, mais en tout cas, l'info était bien passée. Non, mais c'est plutôt sympa d'en dire ça, parce qu'en fait... C'est un vieux monsieur qui vous parle. Vous n'êtes pas si vieux que ça, vous en faites pas, au contraire. Pas bien jeune non plus, non, mais en fait, je n'étais pas dans le profil du public qui était là, c'est ça qui m'amusait. Eh bien, tant mieux alors, comme ça, ça permet une diversification. C'est la curiosité qui m'avait poussé, je suis ravi. Oui. Mais nous, notre but, c'est vraiment d'aller toucher le plus grand public possible. Donc on n'a pas le droit d'être trop spécialisé, d'être trop focus, très design, d'aller toucher uniquement, si je puis dire. Alors moi, je viens de Lyon en plus. On a déjà une image, nous, d'être une plateforme internet de bobos parisiens, si je puis dire, moi qui viens de région. Eh bien, notre but avec notre maison de crowdfunding, c'est d'essayer de ne pas l'être trop, donc d'aller toucher le plus grand public et de faire en sorte, en fait, il y a des semaines où le lundi, on a un événement sur l'agriculture moderne. Le lendemain, on va avoir un événement avec des designers, et puis le surlendemain, on va avoir des réalisateurs de films d'extrême gauche qui lancent un documentaire sur l'évasion fiscale et qui font. Donc notre but, c'est d'arriver à brasser tous ces publics-là, et d'où le fait qu'on ait fait une maison de crowdfunding qui soit très simple, qui soit accessible à tous nos porteurs de projets et au plus grand public. Et on accueille à peu près 15 000 personnes chaque année dans ce lieu-là.
Ouais, c'est comme Avec ça. une communication particulière? Je veux dire, ou c'est votre réseau qui est informé de... C'est uniquement notre réseau, c'est ça. réseaux sociaux évidemment, mais notre réseau. Et puis en fait, ça marche aussi parce qu'on a des porteurs de projets qui eux-mêmes viennent communiquer sur les événements qu'ils font dans notre lieu. Bien sûr. Allez-y, madame. Oui, Allez-y, Edith, pardon. vous parlez des consommateurs, donc j'en profite pour rebondir, parce que nous aussi, nous essayons d'aider les marques à engager plus et à impliquer plus leurs consommateurs. Donc on leur propose, une fois qu'on a tracé nos produits et qu'on a récupéré toutes les données, de retranscrire toutes ces données sur une application consommateur. Donc la marque peut offrir à ses consommateurs d'avoir une application sur laquelle, dès qu'ils vont acheter un produit, ils vont donc scanner par exemple le code QR du produit et ils vont retrouver toute la traçabilité sur l'application. Mais on peut aussi configurer cette application de manière à ce que le consommateur puisse voir, tiens, par exemple, sur le mois dernier, j'ai acheté tant de vêtements neufs, tant de vêtements d'occasion, tant de vêtements en upcycling, etc. Et donc, en achetant des vêtements d'occasion, j'ai économisé tant d'eau, tant d'électricité, etc., puisque la plateforme nous permet aussi de calculer l'empreinte carbone. Et donc là, on est vraiment dans une implication du consommateur et un engagement du consommateur qui se sent pleinement investi à côté de la marque dans la cause environnementale. Voilà. D'engagement du consommateur, je crois que vous étiez venu, Johan, quand l'année dernière, on avait remis les conclusions de Scénario 2030 sur le comportement du consommateur. Et on avait relevé, je ne sais pas si vous le notez les uns les autres, puisque vous parliez d'engagement du consommateur, au-delà de l'engagement du consommateur et la réponse qu'il attend, l'envie du consommateur de participer à la création de son vêtement, à la création de son environnement mode, si je puis dire. La distribution peut prendre ce genre de relais ou d'être, si je puis dire, à l'écoute du consommateur pour le transmettre auprès du fabricant? Oui, certaines marques enseignes l'ont déjà fait à travers les réseaux sociaux, notamment dans la phase de création de leur collection, associer en effet le client avec des retours pour que la collection après corresponde vraiment aux besoins. Oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui se développe et qui, je crois, est pris en compte par les marques. Peut-être un petit mot pour rebondir sur ce qui s'est dit au préalable, sur la nécessité d'avoir un lieu physique pour une marque. On voit bien aujourd'hui que toutes les marques de jeunes créateurs qui sont nées sur le net vont toutes, au bout d'un moment, dans un lieu physique. Parce qu'on n'a pas inventé de meilleur endroit que le lieu physique, que le magasin, pour exprimer son identité véritable et faire vivre à son client son expérience. Donc le tout digital a en effet une limite qui fait qu'au bout d'un moment, il faut qu'on aille à la rencontre physique de son client. Et donc voilà, tous les lieux, parce que c'est vrai, quand on est une jeune marque, on n'a pas forcément les moyens d'investir dans un lieu, dans un concept tout de suite. Donc toutes les possibilités qui sont offertes aux jeunes marques de pouvoir se montrer, d'avoir un contact physique avec ses clients, je crois, est quelque chose d'essentiel, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé d'en passer par là si on veut passer à un stade supérieur. Si je peux rebondir aussi sur ce que dit Johan, c'est tout à fait vrai. Et nous, on le voit à notre niveau, puisque toute la plus-value chez TrustRace, c'est que justement, on va rencontrer les fournisseurs. Donc on ne va pas simplement mettre une plateforme à disposition des marques en leur disant bah, écoutez, vous avez tous les outils, débrouillez-vous avec. On va à la rencontre physique, personnelle des fournisseurs. Et c'est vrai que autant les consommateurs et les marques sont sensibilisés à tout ce qui est durabilité, environnement, etc., autant les fournisseurs de certains pays ne le sont pas du tout. Et donc quand ils reçoivent des questionnaires ou des choses comme ça, ils ne voient pas du tout l'intérêt. Et donc il y a aussi l'aspect culturel qui rentre en cause à ce niveau-là. Et donc nous nous déplaçons, nous allons à leur rencontre, nous organisons des workshops s'il faut, pour leur expliquer pourquoi une plateforme, pourquoi la traçabilité, comment améliorer leur process, etc., etc. Et donc, ça rejoint ce que vous disiez sur le fait que le contact physique est primordial, en réalité, sur l'intelligence artificielle. Surtout les de la chaîne, nous on le voit bien avec les salons, évidemment, dès qu'on touche les matières, parce qu'on a le salon des matières ici, entre autres choses, la matière, ça se voit, ça se touche. D'ailleurs, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui en termes de technologie, on en parlait ce matin, pour essayer de rendre au maximum l'impression de toucher la matière. Là, même dans un schéma B2B, hein, n'est-ce pas? Mais c'est même dans un schéma B2B qui est un salon professionnel, et on le voit dans tous les salons professionnels, il faut voir la forme. C'est très difficile de voir la forme en 3D, n'est-ce pas? Les gens viennent à Maison Objet, les gens viennent dans des salons d'artisanat, ça c'est le grand public, mais les professionnels également. Est-ce qu'il y a une question? Do you have any question, madame, messieurs, autour de nous? Est-ce que vous avez une question sur ce que disaient nos amis, sur ce panorama très mal construit, parce que c'est moi qui l'anime, donc très mal. Est-ce que vous avez des questions sur ces différentes expériences qui nous sont proposées? Vous avez une question?
Vous avez une question? Pas de question. Après la table ronde, si vous voulez discuter librement sans poser de questions, vous pouvez le faire, bien évidemment, si nos amis sont d'accord. Comme on l'a compris, les choses sont très avancées, me semble-t-il. Dans plein de domaines, les solutions sont là, les dispositifs sont là, les outils sont là. Tout ça, c'est dit avec noblesse. Les outils sont là, les créateurs sont là, la banque ou le financement, enfin, la banque alternative, la vraie banque, la banque qui nous plaît, la banque des citoyens, bon, fonctionne. À votre idée, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qui manque le plus et qu'est-ce qui est le plus intéressant plutôt? Enfin, les deux à la fois. Qu'est-ce qui manquerait le plus pour l'industrie de la mode? Rapporté aux consommateurs, rapporté à la distribution, rapporté à la réanimation citoyenne de nos villes. Qu'est-ce qui pourrait manquer et qu'est-ce qui vous semble, paradoxalement, parce que je dis le contraire, qui vous semble le mieux réalisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant? Allez, Alors, monsieur Tricoire, qu'est-ce que tu as si je peux me inventé? permettre de... Vas-y, mon grand. Moi, ce qui me semble vraiment important aujourd'hui, qui manque et qui est en même temps dans un processus de transformation, c'est comme disait Johan au début, c'est la révolution écologique. Et on est en train de discuter de beaucoup de choses, mais on sait très bien que le monde va se transformer dans les dizaines d'années à venir et qu'il va y avoir des véritables bouleversements. Je ne sais pas si certaines régions, comme au Bangladesh, pourront être submergées par les eaux. Enfin, il va y avoir des transformations vitales énormes. Et je pense que ça va complètement transformer le marché, évidemment, et la façon qu'on a de travailler. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'anticiper, et on le voit aujourd'hui avec les assureurs qui ont cette problématique-là, de pouvoir assurer des endroits qui vont être malheureusement ensevelis sous les eaux dans quelques dizaines d'années. Et donc, aujourd'hui, on est tous préoccupés, et on doit tous vraiment agir dans cette direction pour aider à s'ajuster, à transformer notre façon de produire et s'adapter, mais aussi anticiper cette problématique qui va être le vrai sujet du 21e siècle. Et je vois donc il y a quelques entreprises comme KissKissBankBank qui sont les témoins visuels de la préoccupation des citoyens qui disent nous on veut de la transparence, on veut de l'éthique, on veut du réel. Et puis la réalité d'un marché qui est beaucoup plus complexe. J'imagine que Edith, vous êtes à peu près au courant de la réalité, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'entreprises qui sont vraiment dédiées et qui sont vraiment dans la transition écologique. J'aimerais bien savoir si vous avez une idée. Je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres, mais en effet, bon, ce qu'on peut constater, c'est que la motivation est là, et encore une fois, la motivation est là aussi, surtout dans nos pays. Comme je vous disais, hein, les consommateurs et les marques sont très engagés et ils mesurent la nécessité d'aller plus en avant vers plus de transparence, plus de traçabilité. C'est plus difficile effectivement de convaincre des fournisseurs d'autres pays plus éloignés. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer. Après, je dirais que les autres difficultés, elles se situent peut-être au niveau du temps de réaction, des délais. Lorsqu'on veut commencer à lancer, notamment dans les grosses marques, peut-être il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de process internes et donc les choses sont un peu retardées alors qu'on aimerait que ça aille plus vite. Mais bon, la motivation est là et je pense que c'est ce qui est essentiel. Voilà. Si je peux juste rebondir en effet sur ça, il y a, en effet, je pense que la prise de conscience aujourd'hui, elle est unanimement partagée et la nécessité de se mettre en mouvement et d'agir, elle est présente par tous. Ce qui est vrai, c'est que pour en revenir même à ce que vous disiez tout à l'heure, en effet, toutes les technologies, on a l'impression, sont aujourd'hui sur la table, elles sont de plus en plus matures, même si je pense que c'était peut-être pas le cas il y a encore quelques mois. Mais il y a beaucoup aussi de technologies, il y a beaucoup de choses, il faut se transformer à la fois sur le digital, à la fois sur les aspects environnementaux, et il faut bien comprendre que pour des entreprises qui ont leur structure, leur organisation, leurs actifs, qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est compliqué de répondre à cette transformation qui est massive, qui est forte, qui est rapide, en un temps court. Il faut réconcilier un peu, je sais plus qui a dit ces mots-là, mais il faut qu'on arrive à réconcilier la fin du mois et la fin du monde, quoi. Et donc il faut trouver, voilà, si c'était lui, je lui rends ces mots, mais en tout cas il faut qu'on arrive à agir véritablement dans le temps et à mettre cette transformation dans le temps. Parce que pour des entreprises qui sont grandes, la notion de temps de transformation, c'est un vrai sujet.
et de choix aussi des technologies, parce que pendant un moment, il y a le risque aussi de s'éparpiller entre plusieurs technologies. Donc, quelle est la vraie technologie mature? Vers où on va? Quand on a moins de capacité d'investissement dans un marché qui se transforme, il faut bien choisir où on met ses capacités d'investissement. Et donc, il faut faire le choix de la bonne techno, dans le bon temps, et accepter que la transformation prenne aussi du temps. Pour rejoindre ce que vous venez de dire, effectivement, je pense Oui, que... le meilleur. Oui, la meilleure solution. Voilà, oui. Effectivement, Mais il a raison, le camarade, sur le temps, mais justement, je pense qu'il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui vont vite, et il est parfois effectivement difficile pour des grands groupes ou ou des vieilles industries, des vieilles maisons de continuer à innover et s'inventer tout en restant très traditionnel et ne parlant pas leur ADN. Mais je pense que tout ça doit s'accompagner d'un service de conseil, et c'est là où je pense que l'humain est très important en fait là-dedans, parce que on a beau avoir la meilleure techno, répondre aux challenges de nos clients, avoir la volonté de les aider. C'est froid, hein. Il y a comme une chose qu'il faut savoir. S'il n'y a pas d'accompagnement sur ces transformations, en fait, je pense qu'il est difficile d'obtenir de bons résultats ou de prendre les bonnes directions sur le long terme. Et non, à court terme, effectivement, il est possible de trouver des solutions ou peu importe. Mais je pense que voilà, l'accompagnement, en tout cas, est très important, et la partie conseil est, à mon sens, vitale. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté mix, n'est-ce pas, comme vous parliez d'intersolidarité, tous les acteurs ensemble, il y a un côté mix. Alors, la banque participative, quelle est la solution, quel est l'outil le plus performant aujourd'hui, et qu'est-ce qui vous semblerait encore en manque? Si tant est. Si tant est, je sais pas, je suis pas créateur de mode, donc pour le moment, je me rends pas compte du manque. C'est sûr qu'il y a plein d'outils, et on est bien tous autour de cette table, Oui. qui ont été créés dans les 15 dernières années. Oui. Qui répondent à tous ces soucis-là, notamment en termes de transparence, dans un but aussi de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Moi, je mets juste un point, mais alors c'est peut-être en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'accompagnateur. Mais il ne faut jamais oublier que nous sommes consommateurs. Oui, mais ça, c'est sûr. Quoi qu'on fasse. Hein. Ouais. Quoi qu'on fasse. Donc, mais je pense juste, je mets un point effectivement sur la question que je soulignais juste au tout début, sur le fait que nous, en tout cas, les contributeurs, ils sont très sensibles au Made in France. Alors, c'est peut-être pas Made in France, mais Made in Europe, mais en tout cas, le côté locavorisme, si je puis dire. Donc, c'est applicable pour la nourriture, mais c'est applicable aussi pour la mode. Et de plus en plus, en fait, je pense que les besoins pour les consommateurs, ils sont liés à ça. Ils ont besoin de savoir d'où viennent leurs vêtements, où est-ce qu'ils achètent, est-ce que la marque dans laquelle ils vont accompagner en termes éthiques, est-ce que ça correspond à peu près. Il y a beaucoup de monde évidemment à les convaincre, hein. Ça, c'est un discours de jeunes bobos urbains qui vous parlent, hein. Mais lyonnais, mais j'ai tendance à croire quand même qu'on va aller vers cette tendance-là, et qu'il y a de plus en plus d'outils qui y répondent, et puis peut-être qu'à terme, évidemment, le grand public y sera aussi sensible. Et je pense que le consommateur veut des résultats, mais le consommateur comprend aussi qu'une marque puisse être dans son processus, et elle peut tolérer qu'on ait... voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on a évoqué. On l'a évoqué à un moment quelconque, n'est-ce pas? Tout ne se fait pas tout de suite. De même qu'il faut un certain temps. Il faut montrer qu'on avance, bien évidemment, mais la marque doit répondre à certains critères, doit tenir une promesse, doit montrer comment ces évolutions se font. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas agir immédiatement. Bon, par exemple, sur le recyclage des biopolymères, pour rentrer dans la technique, le plastique, c'est le plastique. Donc, ce plastique peut avoir bien des vertus. Il a plein de vertus, le plastique, n'est-ce pas? En termes de traçabilité, c'est assez facile. En termes de dégradabilité, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais on ne peut pas vivre dans un monde sans plastique, me semble-t-il, pour l'instant. Bref, donc il faut que les choses soient dites avec une espèce de vérité, une espèce de sincérité. Je pense que c'est un mot important. Et de même qu'il faut du temps. Un processus industriel, vous travaillez avec nous sur certains sujets, mon cher ami. Bon, entre l'idée d'un produit et la réalisation, sa mise sur le marché, c'est une auto, c'est, je veux dire, un dispositif médical, c'est même un élément intéressant dans l'évolution des matières. Mais il faut du temps. C'est du 2 à 3 ans, parfois pas, pour aller au bout d'un processus industriel. Tout dépend lequel est-ce. Mais c'est vrai que tout dépend lequel c'est, pardon. Oui, monsieur Tricouard. Oui, je voulais réagir par rapport à la question du plastique, parce que effectivement, le plastique, c'est indispensable encore aujourd'hui pour beaucoup de choses, notamment dans le textile. On a des solutions. On a beaucoup de solutions. On a des solutions, c'est le thème de la table ronde. On vient de découvrir un champignon qui mange le plastique. Oui. On a un jeune de 20 ans qui a inventé des bateaux pour récupérer le plastique dans l'océan. Oui, on a vu ça. On a des solutions, mais bien sûr. Il faut que chacun prenne ses responsabilités pour que ces solutions puissent avoir les moyens de se développer.
Eh ben, on va tous c'est- prendre c'est nos peut-être ça. responsabilités. Voilà, C'est le mot de la chacun conclusion. à Merci sa beaucoup. place. Merci d'être venu, non pas chacun à sa place, mais chacun bien dans sa place aujourd'hui et ouvrir la réflexion et le débat, réflexion légère, réflexion profonde en même temps. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Edith. Merci beaucoup, Flora. Merci, Johan, Adrien et Alexis. Et bravo. Merci.